Chers maîtres, chers collègues, bonjour. Pour le cours d'aujourd'hui, je vous propose notre poster qui a été récemment soumis au congrès de la SMR et qui avait pour intitulé Atlas des manifestations osseuses au cours des hyperparathyroïdies. Nos objectifs étaient les suivants: rappeler la physiologie de la parathormone et ses effets biologiques sur l'os, classer les hyperparathyroïdies, en déduire les principales étiologies, décrire et illustrer les différentes atteintes osseuses observées au cours des hyperparathyroïdies. Et pour atteindre ces objectifs, d'abord nous avons une introduction et quelques données fondamentales, suivies de la classification des hyperparathyroïdies ainsi que de leur étiologie, avant de passer en revue les principales atteintes osseuses et enfin, un mot sur les autres atteintes seront vus avant de conclure. Donc au nombre de 4, soit 2 paires, les glandes parathyroïdiennes dérivent de l'entoblast. Elles sont accolées à la face postérieure des lobes thyroïdiens, en dehors de la capsule, et elles sécrètent la parathormone, qui est une hormone protéique du métabolisme phosphocalcique, dont les effets biologiques sur l'os sont multiples. En rappel, 99% du calcium du corps est fixé dans l'os et dans les dents, et seulement 1% se retrouve dans le sang et les tissus mous. Dans le sang, il existe sous deux formes: une forme inactive liée aux protéines plasmatiques, en particulier l'albumine, et une forme ionisée qui représente sa forme active. Sa concentration plasmatique varie de 2,15 à 2,51 mmol par litre et elle doit être adaptée en fonction de l'albuminémie. Donc le calcium, il assure de multiples fonctions dans l'organisme. Il permet la minéralisation osseuse, intervient dans la conduction nerveuse, la contraction musculaire ainsi que dans le métabolisme de l'ATP. Sa concentration plasmatique est maintenue constante grâce à la mise en jeu de plusieurs facteurs, à savoir la parathormone, la calcitonine, le 1,25-dihydroxyvitamine D3, le facteur de croissance des fibroblastes 23, de même que la propre concentration plasmatique. Sur l'os, la PTH stimule aussi bien la formation d'une nouvelle matrice osseuse que sa résorption. L'ampleur de l'activité anabolisante ou catabolisante est corrélée au taux plasmatique lui-même, dépendant de la calcémie. En dehors de l'os, la PTH agit aussi sur le rein en augmentant l'absorption du calcium et en favorisant l'expression du phosphate, tout en stimulant la conversion de la 25-hydroxyvitamine D3 en 1,25-dihydroxyvitamine D3 qui représente la forme active. La sécrétion de PTH est régulée principalement par la calcémie. Son élévation inhibe non seulement la sécrétion de parathormone, mais aussi elle stimule sa dégradation à l'intérieur des cellules parathyroïdiennes. Ensuite, nous avons la vitamine D3 active qui inhibe la synthèse de parathormone et inhibe la prolifération des cellules parathyroïdiennes. On distingue aussi d'autres intervenants dans la régulation de la sécrétion de la PTH et j'entends par là parler du facteur phosphaturique, du facteur de croissance des fibroblastes, du lithium, du transforming growth factor, des prostaglandines et du phosphate inorganique. À présent, abordons le vif du sujet. Les hyperparathyroïdies désignent l'élévation du taux plasmatique de PTH. On différencie les hyperparathyroïdies primaires qui correspondent à une atteinte primitive des glandes parathyroïdes, des hyperparathyroïdes secondaires où la sécrétion excessive de PTH est en fait une réponse à une hypocalcémie persistante. Et dans un troisième temps, nous avons les hyperparathyroïdies dites tertiaires qui, quant à elles, traduisent une autonomisation d'une hyperparathyroïdie secondaire avec une persistance de l'élévation de la PTH malgré une correction du problème initial, c'est-à-dire un retour à la normale de la calcémie. Pour ce qui est des étiologies, les hyperparathyroïdies primaires se rencontrent en cas d'adénome ou d'hyperplasie parathyroïdien, ainsi que dans le cas du cancer de la parathyroïde. Les formes secondaires, quant à elles, elles sont retrouvées en cas de carence en vitamine D, en cas d'insuffisance rénale chronique, ainsi que toute pathologie affectant le grêle et étant responsable d'une malabsorption du calcium. Donc, comme précédemment souligné, la parathormone a un effet anabolisant et catabolisant sur l'os. Cependant, en cas d'hyperparathyroïdie, la balance penche nettement du côté de la destruction osseuse. Ainsi, on peut retrouver une large gamme de lésions, à savoir une résorption osseuse, des tumeurs brunes, la chondrocalcinose, des calcifications métastatiques, de l'ostéoclérose ou encore de l'ostéoporose. La résorption osseuse est de loin la manifestation la plus fréquente,
Elle est diffuse et de différents types, c'est-à-dire elle peut être sous-périostée, métaphysaire, intracorticale, endostée, sous-chondrale ou encore toucher l'os trabéculaire ou les anthèses. Ce jeune garçon de 16 ans, qui était suivi pour une hyperparathyroïdie secondaire à une insuffisance rénale chronique, on retrouvait une résorption sous-chondrale, intracorticale, voire sous-endostée, ainsi que des lésions de résorption au niveau de l'os trabéculaire. Toujours chez le même patient, on avait un glissement des deux têtes fémorales secondaire à une résorption des métaphyses. Il faut noter que les érosions sous-périostées, particulièrement celles des phalanges, sont fortement évocatrices des hyperparathyroïdies et elles peuvent générer une acrolyse comme illustré sur cet exemple. Ensuite, nous avons les tumeurs brunes qui sont d'un point de vue histologique une accumulation focale de tissus fibreux hypervascularisés comportant des cellules géantes multinucléées. Elles sont souvent le siège d'hémorragie et de dépôt d'hémosidérine ou carrément une transformation kystique en cas de nécrose. Cliniquement, elles peuvent être asymptomatiques ou douloureuses et elles se localisent au niveau des os du crâne, de la face, mais aussi du bassin, des côtes, du fémur, du rachis ainsi que le squelette appendiculaire. À la radiographie ou au scanner, on observe une ostéolyse géographique avec des limites nettes ou une sclérose marginale. Ces lésions peuvent être uniques ou multiples avec une tendance à l'expansion responsable d'un amincissement, voire une rupture des corticales osseuses. Et à l'IRM, elles apparaissent en hyposignal T1 et T2 avec un rehaussement après injection de gadolinium. Le diagnostic différentiel en cas de tumeur brune peut s'effectuer avec les tumeurs à cellules géantes, l'histiocytose, le kyste osseux anévrismal et le diagnostic positif est retenu sur un faisceau d'arguments cliniques biologiques mais aussi avec l'association d'autres atteintes en rapport avec une hyperparathyroïdie. Chez ce garçon qui était suivi pour une hyperparathyroïdie secondaire aussi à une insuffisance rénale, on retrouvait également des lésions ostéolytiques qui intéressaient le condyle mandibulaire, les corps vertébraux, mais aussi les os du bassin. L'ostéosclérose, quant à elle, correspond à une ostéocondensation multifocale donnant l'aspect d'un os moucheté. Elle siège préférentiellement au niveau des corps vertébraux réalisant l'aspect en maillot de rugby ou au niveau du massif facial et de la voûte crânienne, comme ici illustré où on a ce épaississement de cette voûte en question. Passons à présent à la chondrocalcinose qui correspond à un dépôt de pyrophosphate et d'apatite de calcium au niveau des cartilages ou des fibrocartilages, les rendant visibles à la radiographie. Ces dépôts peuvent concerner toutes les articulations, mais surtout ceux de la main, du genou et du pubis. Cliniquement, les patients peuvent être asymptomatiques ou rapporter des douleurs articulaires aiguës et la ponction du liquide articulaire permet de mettre en évidence les cristaux de pyrophosphate et on retrouve une association fréquente avec une néphrocalcinose. Les calcifications métastatiques ou calcinose pseudotumorale, elles correspondent à des calcifications des parties molles en dehors du cartilage articulaire et du fibrocartilage et s'observent au cours des hyperparathyroïdies associées à une rétention de phosphate liée à une altération de la fonction rénale. Chez cette fille de 15 ans qui présentait une tuméfaction du coude, on retrouvait une calcinose pseudotumorale. Et enfin, nous avons l'ostéoporose qui correspond à une diminution de la densité osseuse secondaire à une résorption importante. Elle est plus fréquente chez les femmes ménopausées et chez les sujets âgés chez qui les phénomènes de résorption dominent largement la formation de matrices osseuses. Son diagnostic positif est posé par l'ostéodensitométrie et à l'imagerie, plus précisément à la radiographie ou au scanner, nous avons une déminéralisation diffuse du squelette. Et comme particularité, dans l'ostéoporose secondaire à l'hyperparathyroïdie, la résorption concerne aussi bien l'os compact que l'os trabéculaire, contrairement à l'ostéoporose primaire où la résorption concerne essentiellement l'os trabéculaire. Les fractures pathologiques demeurent les principales complications. Donc, associées à ces lésions osseuses, d'autres organes peuvent être atteints au cours des hyperparathyroïdies. Et on peut retrouver de la lithiase rénale, voire une néphrocalcinose, des troubles neurocognitifs ou neuropsychiatriques,
des manifestations cardiovasculaires à type d'HTA, de troubles de rythme, d'hypercontractilité, des dépôts de calcification au niveau des valves, des vaisseaux coronaires, ce qui peut être assez grave, ou encore des ulcères gastro-duodénaux, une pancréatite et une perturbation de l'hématopoïèse en rapport avec l'ostéosclérose qui entraîne une diminution des cellules souches hématopoïétiques. Donc, en conclusion, les manifestations osseuses au cours des hyperparathyroïdies sont multiples. Leur approche diagnostique nécessite une connaissance du contexte clinique et biologique et il existe de nombreux diagnostics différentiels avec d'autres lésions, notamment en cas de tumeur brune qu'il ne faudrait pas méconnaître. Merci pour votre attention.